Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouveau format de la chaîne Positive Energy où j'interviewe des artistes et on parle de leur vie, de leurs anecdotes, de leur carrière et de plein de trucs hyper intéressants. Ça faisait un moment que je voulais lancer ce genre de format et je suis super heureux pour ce premier épisode d'accueillir un des tontons de la Frenchcore, Le Basque. Est-ce que ça va bien? Ça roule, ça roule. Trop content de t'accueillir ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Le Basque, je vais faire une rapide présentation de qui tu es et de ta carrière. Tu es originaire de Montpellier. C'est ça. Et toi, tu as commencé un peu dans l'univers de la musique électronique en cofondant un sound system qui s'appelle PSKT. C'est ça, PSKT Sound System. En 99, si je dis pas Dans de les bêtises. années 99-2000, c'est bien ça. Et du coup, après, par la suite, tu as voyagé pas mal, je crois, en Europe. On a posé des sons un peu partout en France et ensuite on allait en rave, d'abord en France et ensuite on a découvert les raves étrangères en partant au Portugal, en Italie, en Bosnie, Trop vraiment bien. partout en Europe, quoi. Tu étais en mode DJ set à l'époque ou, J'ai toujours été en mode live avec mes machines ou mon ordinateur. Et au début ma petite voiture et après mon camion, quoi. Ok, ah, trop bien. La van life un petit peu. C'est ça, on va un peu dire. ça, ouais. Et ensuite, en 2007, tu as créé ton son signature hardcoreiste. C'est ça. On en reparlera par la suite parce que c'est super intéressant. Ce son, avec d'autres bangers que tu as créés, cumule aujourd'hui des millions de streams sur les plateformes. Donc les autres bangers, il y a notamment Shaper Armada et Imperia 23. Suite à ces gros bangers, t'enchaînes, tu fais les plus gros festivals hardcore du monde. Defcon 1, Harmony of Hardcore et j'en passe, hein, il y en a plein d'autres. Ouais. Et tu collabes aussi, je crois, avec les plus gros artistes, Peacock, des petits noms comme ça, quoi. C'est ça. Plutôt pas mal, non? Plutôt pas mal, ouais. Comme début de carrière. Et là, aujourd'hui, tu es à la fois artiste, mais tu es aussi producteur d'événements. C'est ça, je produis des événements et j'ai monté une société qui s'appelle Pandemic Event et j'organise des événements en France depuis maintenant 10 ans, enfin légaux on va dire, et c'est de la balle. Et là, je crois, j'ai vu il y a quelques jours sur Instagram que tu as annoncé les 10 ans Ouais, de c'est ça. Pandemic, C'est cet les anniversaire. 10 ans de Pandemic déjà, ouais. Ouais, plutôt content là-dessus. Plutôt content, ouais, Ouais. d'être encore là. Sous ces deux casquettes, on va dire, tu vois, sous le basque depuis les années 2000 et Pandemic depuis 2013-2014. Ah, c'est cool, ouais. Ouais. Parce que du coup, ça te donne un peu une double vision, on en reparlera Ouais, après. c'est ça. Mais à la fois artistique et à la fois d'un point de vue Ouais. organisateur. Je pense que pour une première présentation, c'est plutôt pas mal. J'espère bien. Et si tu veux, on va aller dans le vif du sujet. Avec moi, j'ai une première question toute simple. La Frenchcore, c'est un peu ce qui définit un peu ton son. Comment tu l'expliquerais un petit peu la Frenchcore à quelqu'un qui connaît rien du tout? À chaque fois, on me demande ce que c'est la Frenchcore, mais c'est que ça a tellement évolué, tu vois, que je ne sais plus comment la présenter en fait. En gros, la Frenchcore, c'est une formule de techno assez rapide et festive, quoi. C'est pour faire la fête, quoi. Ouais, ça fait partie du coup de la grande famille de la hard music. Ouais, c'est ça, c'est un dérivé du hardcore. Ok. C'est un dérivé du hardcore avec un côté, on va dire, un petit peu moins dur et plus festif. Niveau BPM, niveau sonorité, niveau émotion. BPM, je pense qu'on est d'entre 180 et 210 BPM. Ok. Voilà, avec pas mal de saturation et puis voilà. Et des gros kicks bien gras, je crois. Des gros kicks bien gras, secs au début et ensuite les années ont fait que le style évolue, donc du coup c'est un style qui évolue, les kicks évoluent comme les sonorités, les samples. Et du coup, si on revient un petit peu plus à toi, Le Basque, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as été amené à créer ce projet musical et surtout pourquoi tu t'es appelé Le Basque? Moi, je découvre la musique électronique comme beaucoup de gens et dans les années 90, milieu des années 90, je tombe sur une compilation en fait, une compilation de musique hardcore qui s'appelle Thunderdome. Et je découvre en fait une autre variété ou un autre style qu'on n'entendait pas à la radio. Et je suis assez frappé par cette musique et je commence à m'intéresser à ce son. Ça, je suis au collège, j'arrive au lycée et au lycée, je découvre les rave parties, donc c'est une autre... Une dimension de la fête. Ouais, une autre dimension de la fête, c'est ça. Et avec un groupe de collègues, on décide de monter notre sound system et de faire comme les autres, en fait, et d'organiser des raves. La plupart de mes potes étaient DJ et quand j'écoutais les gars jouer, je trouvais toujours qu'il y avait des petites choses à faire. En fait, en gros, quand ils jouaient leur disque, je me disais, tiens, là, j'aurais laissé cette boucle un peu plus longtemps, là, j'aurais rajouté une voix, là, j'aurais réduit, etc., etc. Et naturellement, on va dire, je me suis dit qu'il fallait que je m'oriente plus vers la production musicale que le DJing. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Ok. Voilà. Donc j'ai acheté mes premières machines et j'ai commencé à faire du son dans ma chambre. Et Le Basque, du coup, c'était ton premier nom de scène ou t'en avais un autre avant? Au début, mon nom de scène, c'était Ben, sauf que des Ben, il y en avait plusieurs, et notamment un qui s'appelait Ben 9 mm. Et à la fac, j'ai rencontré un gars avec qui on a vraiment sympathisé, qui est devenu un ami super proche, et qui m'a appelé comme ça en fait, par rapport à mes origines. Et c'est devenu, j'ai gardé ce nom, ce blaze en fait, ce surnom qu'il m'avait donné, c'est devenu mon nom de scène.
Ok, le basque, du coup, originaire du Pays Basque. Du Pays Basque. Aussi. Tu parles basque un peu ou pas? Je parle pas du tout basque. J'ai juste un nom basque. Ah si, c'est quoi? Urquijo. Ton nom de famille. Incroyable. Et du coup, parmi cette longue carrière que tu as, parce que ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es professionnel en fait dans ce milieu En vrai, je suis pro depuis les années, on va dire, 2007-2008. C'est-à-dire des années 2000 à 2006, Ouais. j'ai pas vraiment fait de scène, c'était surtout des technivals, des raves. J'ai sorti mes premiers disques dans ces années-là et la transformation, elle s'est faite dans les années 2007-2008 quand j'ai eu mes premiers bookings et notamment mes premières grosses salles qui étaient en 2008, c'était au Doc des Suds. C'était Une Nuit Rouge, donc avec Dr Macabre, Manuel Malin, Vitalik. Et c'était une des premières fois que je partageais une scène avec des artistes comme ça, quoi. Ok, incroyable, parce qu'en plus ici on tourne l'interview à Marseille, Ouais, c'est ça. et donc du coup il y a quand même une grosse importance ici au Doc des Suds, donc ok, j'avais pas l'info. Donc première grosse scène, on va dire 2008, enfin grosse scène. Ok, donc 2008, et du coup ça va bientôt faire 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais. Cumulé hein, entre les rave parties, les technivals, tout ce qui a été underground jusqu'à maintenant, ouais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'art de musique. Un tonton, on va dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Et parmi du coup cette longue carrière qui continue encore de se développer aujourd'hui, tu as des petites anecdotes, des petits souvenirs qui t'ont marqué ou qui t'ont fait passer un cap dans ta carrière? J'ai pas d'anecdotes, c'est plus des prises de conscience à des moments donnés où je me suis dit en fait, est-ce que j'arrête ou je continue? Et en gros, c'est plus en me retournant sur ce que j'avais accompli, que je me posais la question, je faisais des petits points dans ma vie et je me demandais est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Donc c'est plus comme ça que j'ai été amené à continuer. Et puis voilà. Moi j'ai envie de parler un peu d'un moment, je pense un petit peu clé de ta carrière. En 2007, tu as créé une track, tu as fait un remix qui s'appelle Hardcoreist, qui est encore joué par plein de monde aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire qu'il y a derrière cette track, ce remix? Est-ce que ça a réellement changé ta carrière? En gros, l'histoire de ce morceau, je faisais du live depuis longtemps. J'avais déjà fait mes morceaux comme Asylum ou Imperia 23. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais envoyé toutes mes démos à des labels à l'époque. J'avais écrit à Audiogénique, j'avais écrit à Carnage, j'avais écrit au Diablo Corps. Et ils m'avaient plus ou moins répondu ou botté en touche. Donc en fait, moi, j'étais un peu comme j'étais un jeune qui était persuadé que je faisais une musique qui pouvait être appréciée. Et donc je me tournais vers ces labels pour pouvoir être produit sur vinyle, quoi. Voyant que j'avais pas de réponse ou peu de réponse, j'ai décidé de diffuser gratuitement ma musique sur Internet. Donc à l'époque, c'était genre sur MySpace ou sur des sites comme Sample Station. Et voilà. Et un jour, je fais un remix d'un morceau que je diffuse comme d'habitude en fait sur des plateformes en mode gratuit. Et un label me contacte, Astrophonique, et ils me font une proposition. Ils me disent voilà, qu'ils aimeraient bien sortir ce morceau, quoi. Donc du coup, j'accepte. Le morceau sort. C'est un banger, comme on dit. Et là derrière, tous les gens à qui j'avais écrit, ou beaucoup, me rappellent en me demandant des morceaux pour pouvoir sortir sur leur label, quoi. Et moi, je suis fidèle, et donc du coup, j'ai sorti la plupart de mes tracks chez Astro, donc Asylum, chez Paramada, Imperia 23 et tout ça. Comme quoi, une track peut totalement inverser le rapport de force en tant qu'artiste et par rapport au label, producteur. Et ce qui est fou, c'est que cette track a marché, mais elle m'a juste donné de la visibilité sur tout ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que les autres n'ont pas autant marché que celle-là, mais j'ai vu qu'il y avait quand même que les gens, que mon style plaisait, quoi. C'est-à-dire que les autres morceaux ont aussi fait leur chemin, parce qu'on me parle beaucoup de certains de mes morceaux, quoi. C'est vrai que moi, quand je parle de toi autour de moi, le basque, tu es quand même très identifié à la track Hardcoreist. Ouais. Du coup, j'avais une petite question là-dessus, parce que je pense que tu as vu il y a quelques mois, quelques années, il y a un producteur, Bennett, qui a sorti lui aussi un remix d'Echoist. C'est ça. Tu l'as écouté un peu ou pas? Alors je l'ai écouté quand il est sorti. En fait, je ne l'ai pas écouté de suite. C'est juste que je me suis retrouvé tagué par énormément de gens sur tous les réseaux sociaux. Il y a eu des articles qui sont sortis en disant qu'un Français avait déjà aussi remixé ce morceau. Sauf que, contrairement à lui, moi je n'avais pas les droits. Donc actuellement, quand les gens vont regarder ce podcast, ils vont aller taper Hardcoreist sur les plateformes, ils verront qu'il n'y est plus, parce que je suis en discussion avec la maison d'édition de ce morceau pour s'entendre sur comment ressortir ce morceau.
légalement. Parce que du coup, tout ce temps-là, ta musique tournait sur les plateformes, mais les ayants droit, on va dire, les propriétaires de la musique, du sample, t'avais jamais rien dit. Et là, le fait que Bennett sorte cette track sur Remix, lui en ayant les droits, ça a fait sauter les tiens, on va dire. Ouais. Alors qu'à la base, au tout début, quand on faisait de la musique, moi, quand j'ai fait de la musique, c'était pas du tout il n'y avait aucune logique commerciale derrière. C'était vraiment faire un morceau pour faire un morceau. D'ailleurs, il a été gratuit pendant des années sur les plateformes. Et là, bon, ben voilà, c'est vrai que le morceau a fait du bruit. J'ai fait des erreurs aussi en déposant le morceau à la SACEM. Et c'est comme ça aussi que, voilà, que j'ai été rappelé à l'ordre. Et du coup, on est en train de discuter avec la maison d'édition pour voir comment on peut s'arranger sur ce morceau. Bah, on espère en tout cas retrouver cette track très très rapidement sur la plateforme. Sinon, on sera obligé de venir à toutes tes dates pour l'entendre en live et de nombreux remixes. Moi, j'ai une petite question aussi. Si on devait créer un boys band aujourd'hui là, qui s'appelle la Frenchcore Hard Mafia, tu mettrais qui dedans? Je vais prendre 3 ou 4 personnes. Si je devrais créer un boys band de la Frenchcore, je mettrais Dr Peacock, je mettrais Radium. Je pense que je prendrais un petit Defrec. Ok. Voilà. La Dream Team un peu. La Dream Team, ouais. Putain, ça fait kiffer ça. Du coup, en parallèle de toute cette carrière artistique avec le basque, j'ai cru comprendre que tu avais eu aussi une partie de ta vie, une grosse expérience où tu étais dans l'armée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu faisais dans l'armée, quel était ton métier et combien de temps ça a duré? En gros, donc moi j'étais militaire pendant 5 ans de ma vie et j'étais reporter. Donc j'étais en fait caméraman pour l'armée de terre. Il y a 2 choses en gros qui se sont chevauchées. C'est mon entrée à l'armée et l'explosion de mes morceaux en ligne, quoi. Je suis rentré à l'armée au moment où le morceau Arcoris sortait, quoi. Ok. Voilà, 2006, 2007. Et alors, ça n'a pas été trop compliqué à gérer? Mais pas du tout, parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout dans une logique d'aller me produire, d'être DJ, d'être reconnu, etc., etc. Donc, je faisais encore des technivals, des teufs et tout ça à l'époque, juste avant d'entrer à l'armée. Donc, j'ai pas pris conscience de ce qui se passait. Et le fait d'être à l'armée, d'avoir une carrière, en fait, un métier, j'ai eu un détachement en fait avec ce qui se passait dans le milieu artistique et moi dans ma vie réelle, quoi. Ouais. Donc ça n'a jamais été un truc, ça n'a jamais été quelque chose de compliqué, tu vois, à gérer, parce qu'au final je vivais ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire être reporter de guerre, quoi. Le métier de reporter, en gros, à l'armée, il consiste en 3 choses, on va dire. Il y a le devoir de mémoire, donc enregistrer tout ce que fait l'armée de terre ou l'armée en général, tu vois, sur les théâtres d'opération ou sur le territoire. Un devoir de communication, tu vois, en gros, pour communiquer sur ce que fait l'armée. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est-à-dire que nous, il y a des théâtres d'opération qui vont être, ou des zones qui sont fermées aux journalistes, des endroits où l'armée française est envoyée, et en gros, on va fournir des images aux civils, enfin aux journalistes. Que ce soit où il y a des grandes chaînes de télévision pour qu'ils puissent produire des reportages dessus. Ouais. Par exemple, en Afghanistan, il y a des zones qui n'étaient pas ouvertes aux journalistes. On ne pouvait pas amener des journalistes là-bas. Donc du coup, les images que je tournais étaient envoyées sur un réseau où les chaînes télé pouvaient piocher les images qui avaient été tournées là-bas, quoi. Et du coup, tu as quand même une vraie formation militaire, tu étais armé sur le terrain en plus d'avoir ta caméra, ta photo et tout. Formation militaire de base avec tout ce qu'il faut pour être un militaire, des entraînements réguliers tout au long de ma carrière et ensuite les projections. Donc du coup, quand on partait sur des théâtres d'opération, j'avais, pas comme un combattant, mais une formation qui était similaire à eux, quoi. Donc du coup, on partait sur le théâtre avec gilet pare-balles, l'armement, et puis ma caméra, quoi. Et du coup, tu as fait combien d'opérations en tout? Est-ce que tu disais que tu étais parti en Afghanistan? En gros, j'ai fait des petites missions. Je suis parti au Kosovo, en Afghanistan, et ensuite j'ai fait énormément de petits reportages. En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme vous. J'étais comme un journaliste, donc un jour j'allais être par exemple envoyé dans un régiment d'hélicoptères de combat et j'allais faire un reportage sur les hélicoptères. Donc je partais 3-4 jours avec eux et ensuite je revenais, quoi. Une autre fois je faisais quelque chose sur les sous-mariniers, donc je partais avec des mecs qui faisaient ce genre de trucs et ainsi de suite, quoi. Donc du coup j'ai pu voir pendant mes 5 ans à l'armée un peu tout ce qu'on pouvait faire avec les forces spéciales. Ah ouais, tu as dû voir j'ai vu, on a eu pas mal de choses, ouais, c'est ça. Et ça va, du coup, cette expérience à l'armée, t'en tires quelque chose de positif de toute cette expérience?
Oui, franchement, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'accompagne et qui m'aide au quotidien, tu vois, d'avoir eu ce passage à l'armée, quoi. Et d'avoir vécu ce que j'ai vécu, l'expérience du feu. Et un truc qui peut faire basculer un homme, quoi. Un homme, quand je dis un homme, une femme aussi, mais un individu. En bien ou en mal, quoi. C'est quelque chose qui te marque, quoi. Du coup, tu as été soumis à des feux ennemis à certains moments de ta carrière. C'est ça, j'ai été. Comment tu as géré ça En fait, sur le coup, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Moi, j'étais projeté avec les gars, donc en fait, il y avait eu toute la formation où on partait avec eux, la préparation, on va dire, tu vois. Donc, on partait avec les gars et on avait une préparation militaire où on pouvait avoir des choses, tu sais, comme comment réanimer quelqu'un, tu vois, les premiers gestes de secours, etc., etc. Donc, tu vis tout ça comme un exercice, tu vois, c'est du drill. Et ensuite, quand tu es sur le territoire et que ça arrive, moi, j'avais la barrière de ma caméra, donc je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. J'avais toujours l'impression qu'il y avait une protection, tu vois, et je voyais en gros les actions par un autre prisme, tu vois, que celui de ma cam. Donc, j'ai jamais pris vraiment conscience sur le moment du danger de la situation dans laquelle j'étais. Au moment où on était sous le feu ou pris sous des tirs de mortier, c'est un truc, tu vois, avec le recul, c'est un peu avec le temps que je me rends compte de ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Et ça va, t'as pas eu de choc post-traumatique suite à ces expériences? Si, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte après. En gros, quand je suis parti en 2012, j'ai remarqué que pendant 5 ans de ma vie, j'étais dans un tunnel, quoi. J'ai fait un syndrome post-traumatique et je me suis pas rendu compte j'ai pas vraiment compris que c'était ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté l'institution, j'aurais dû avoir un suivi médical. 3 mois après ma projection, 6 mois après et 1 an après, avec tout ce que j'avais vécu et vu. Et comme j'ai quitté l'institution, j'ai pas eu ce suivi-là. Donc en gros, j'ai été lâché dans la vie civile, comme ça. Un peu comme ça, en mode ciao, goodbye. Quoi. Exactement, quoi. J'ai continué ma vie sans vraiment me rendre compte que en fait, j'avais été traumatisé par l'Afghanistan, tu vois. Tu as continué de vivre en ayant un traumatisme en toi que tu n'as pas identifié c'est ça. Moment, quoi. Et c'est vraiment, tu vois, je dirais en 2017, fin 2017, que je suis sorti de ma bulle et j'ai compris que s'était passé quelque chose, quoi. Et là, ça va mieux, mais c'est vrai que c'était une sacrée expérience, tu vois. Ouais. Du coup, si je te pose la question, est-ce que tu penses que ton expérience dans l'armée, elle a pu façonner ta personnalité ou façonner ta musique? Je sais pas si elle... Passé une période, oui, elle a pu façonner ma musique ou mon comportement, parce qu'en fait, j'étais pas vraiment moi, en fait, je sais pas comment expliquer, mais... Il y a pas mal de films en fait qui retracent un peu ce que peut vivre un soldat quand il revient. Il y a un podcast qui s'appelle Vétérans de France qui est hyper intéressant, qui retrace un peu des expériences que des mecs ont pu vivre en opération. Mais il y a un film aussi, un film de Clint Eastwood, je sais plus comment il s'appelle, American Sniper. American Sniper. Typiquement, c'est le genre de film si quelqu'un ne sait pas, pour se rendre compte de ce que peut vivre un gars qui a vécu une expérience traumatisante, quoi, et qui revient dans le monde réel. Cette espèce de dichotomie, cette fracture qu'il y a entre le monde dans lequel tu es et ton esprit, tu vois, qui est encore là-bas, quoi. L'armée, elle m'a pas vraiment changé. Je savais profondément en fait que, c'était vraiment un choix d'être militaire, d'être reporter, d'aller au feu, de vivre l'expérience du feu. Et toutes ces choses-là, le dépassement de soi, tous les trucs, tu sais, la camaraderie, la fraternité. C'est des trucs qui sont en moi depuis le début et c'est juste que j'ai retrouvé vraiment toutes ces valeurs-là, tu vois, dans l'armée, quoi. Et c'est un truc que j'applique vraiment dans ma vie maintenant, c'est-à-dire que j'essaye d'être, tu vois, au plus juste et au plus droit, au plus transparent, on va dire. C'est exactement ça, quoi. En fait, tu as rejoint l'armée parce que oui, tu avais déjà ces valeurs en toi, comme tu disais, de camaraderie et tout, que du coup, tu as confirmé ça en étant à l'armée et par la suite, tu as continué de propager ces valeurs, mais du coup plus dans une dimension musicale, parce que j'imagine qu'après l'armée... C'est ça, et civil. Alors je dis pas qu'il n'y a pas tout ça dans le civil, mais c'est vrai que le fait d'être militaire, que tu sais que tu vas avoir l'expérience du feu, il faut que tu sois soudé, quoi. Tu vois, il faut que tu sois bien avec les gars, c'est un peu comme quand tu joues au rugby. Et c'est vrai que du coup, la bascule entre le monde militaire et le monde civil, moi je l'ai gardé un peu... Je l'ai un peu gardé là-dessus, tu vois, sur le fait de sortir les doigts, tu vois, comme on dit, d'aller au bout des choses, de se donner les moyens, de ne pas avoir peur de chuter et de se relever, d'aider les autres et tout ça, quoi. Du coup,
Comment t'es sorti de l'armée? Est-ce que t'en es ressorti en un seul morceau? Parce que les gens qui passent par l'armée n'en ressortent pas forcément indemnes, que ce soit physiquement ou mentalement. Est-ce que ça a été le cas? En fait, au début, quand je suis rentré d'Afghan, j'ai pas vraiment pris conscience de tout ce que j'avais traversé. C'est-à-dire ce que tu as traversé, tu as vu des choses, tu as vécu des situations? Ouais, j'ai vécu, en fait, j'ai vu des choses qu'un militaire peut voir sur un théâtre d'opération, au combat. J'ai été obligé d'utiliser mon arme à feu parce qu'on était pris à partie. Donc, tu vois, au début, j'étais juste caméraman, mais il y a des moments où j'ai dû poser ma caméra et utiliser mon arme parce que notre vie était engagée, tu vois. Donc, il a fallu que je riposte avec les autres militaires. Donc, il fallait un appui-feu en plus. Donc, du coup, tu vois, j'étais reporter, mais il y a des situations où j'ai dû utiliser la force, en fait. J'ai dû sauver ma vie et sauver la vie de mes camarades, tu vois. Les mortiers, tu vois, les explosions à 10 mètres, 15 mètres. Ouais. Sur le moment, tu te rends pas compte, tu vois, que tu as un obus qui éclate à côté de toi. Et c'est après, tu te dis, en fait, là, il y a un obus qui vient de péter à 10 mètres de moi, quoi. Les balles, les impacts de balles à 2 mètres de moi. Et tout ça, tu t'en rends pas compte, tu vois, parce que t'es dans ta mission, tu comprends pas trop ce qui se passe parce que tu fais juste ton travail, tu vois. Moi, je faisais mon travail. Donc, je me disais pas ce que je faisais, c'était bien ou mal. Je faisais mon travail. Je quitte le territoire et je pose les pieds en France, donc le 13 juillet. Et le 13 juillet, en gros, je reçois un appel de mon commandant d'unité qui me dit qu'il y a eu un attentat et que des militaires ont perdu la vie. Et dedans, il y avait mon binôme. Ok. Ah ouais. Ouais, ok. Merde. Bah oui, ouais, je comprends que ce soit pas évident dans ces moments-là. Attentat, un mec se fait exploser avec une ceinture explosive et je perds du coup mon binôme. Putain. T'inquiète. Je vais y arriver. T'inquiète. Ça va passer. Putain, si on m'avait dit ça. Bah ouais. Non, mais surtout le fait de comprendre ce qui s'est passé et aujourd'hui, de le dire déjà à des personnes physiques, mais aussi de le dire à travers une caméra, déjà force pour ça parce que c'est vraiment pas évident. Donc, tu sais, j'en ai jamais trop parlé en fait, tu vois, de tout ça, quoi. Et il m'annonce cette nouvelle, je dois monter à Paris et 2 jours après, je me retrouve aux Invalides, donc porte-cercueil. Ok. ouais. Et une expérience, à mon avis, qui devait être vraiment traumatisante. Ouais, petit verre d'eau, ouais. En fait, je pensais pas que ça allait revenir comme ça, tu vois. Ça m'a fait bizarre, je pensais pas, tu vois, que ça va se remonter les émotions, voilà. quoi. Mais en gros, tu vois, je me retrouve aux Invalides, porte-cercueil, tu vois, avec ton pote, tu vois, dans le cercueil, toutes les chaînes de télé, le président de la République, tu vois, tout le monde est là. Et là, du coup, tu prends conscience, tu vois, de ce que tu fais, quoi. Et ce que les gens savent pas, tu vois, quand tu vois une cérémonie militaire avec les mecs qui portent les cercueils, tout est carré, quoi. Mais c'est carré parce qu'on a répété ça. Ok. Et ma femme me fait comprendre que j'en ai assez fait dans ce métier, on va dire, mais que ça n'impacte pas que moi, mais ça impacte aussi la vie familiale, tu sais, les proches, etc., etc. Et donc du coup, je décide de quitter l'armée, voilà, en 2012, après cette expérience traumatisante, tu vois, l'expérience du feu, le décès de mon binôme. Et surtout pendant notre mandat a été terrible, parce que la période où j'étais à Tagab, on a eu, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on avait 6 ou 7 morts. En gros, il y avait un décès genre toutes les 3 semaines, tu vois. Tu vois, on baignait dans la mort, quoi. La mort était là tout le temps sur la mission, quoi. Ouais. Sauf que moi, j'étais là-dedans et je me rendais pas du tout compte, tu vois, de ce que je vivais. C'était, j'étais dans mon film, quoi. J'étais reporter de guerre et ça s'est fini comme ça. Est-ce que, en quittant l'armée, tu as réussi à avoir une vie normale? J'ai eu une vie tout à fait normale, sauf que mentalement, tu vois, j'étais un peu touché. Enfin, j'étais complètement touché, quoi. J'avais vraiment une cicatrice et je m'en suis pas rendu compte de suite. En fait, j'ai percuté, j'ai compris que pendant 5 ans, j'étais un peu dans un brouillard et que je vivais, tu vois, un syndrome post-traumatique. Donc,
je pensais que ma vie était normale, mais c'est maintenant avec le recul que je me dis que non, j'étais quand même assez blessé, quoi. Donc il s'est passé beaucoup de choses, hein, tu vois, je continuais à honorer mes dates, j'ai monté Pandémique, etc., etc. Mais c'est avec le recul que je me rends compte que ouais, j'avais été vraiment touché, tu vois, par ce qui s'était passé, quoi. Quand on rentre de mission, maintenant on a la chance d'avoir un petit sas. En fait, avant, les militaires, quand ils rentraient d'une opération, ils partaient du théâtre le dimanche. Le mardi, ils étaient à Carrefour, ils poussaient leur caddie, quoi. Ouais. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un petit sas, et nous, on partait à Chypre. Donc, en gros, j'ai passé 3 jours à Chypre, où il y avait un sas de décompression, où tu parles avec des psys, tu racontes un petit peu ce qui s'est passé. Tu vois, il y a une espèce de tampon avant que tu te retrouves en famille, etc., etc. Donc, tu fais le brief, et eux, ils peuvent un peu analyser, voir où est-ce que tu en es un petit peu. Où est-ce que tu en es, tout ça, quoi. Et donc, moi, je suis rentré, et voilà, comme beaucoup de militaires qui rentrent d'une mission comme celle-ci, et c'est vrai que la nôtre était particulièrement violente, tu fais des choses un petit peu bizarres, quoi. Tu roules au milieu de la route parce que tu as peur qu'il y ait un explosif, un IED, tu vois, qui éclate. Tu rases un peu les murs parce que tu n'as pas envie qu'il y ait un sniper ou un truc, tu vois. Au moindre bruit, tu sursautes. C'est vrai que pendant quelques temps, t'es un petit peu... T'es sur tes gardes constamment. Ouais, c'est ça. En fait, t'es pas bien, t'es encore dans ta mission, quoi. Mais parce que ton cerveau, il a été tellement choqué que tu t'es conditionné et t'es là-dedans, quoi. Tu t'es formaté à réfléchir de cette manière, quoi. Et toi, du coup, moi, j'ai craqué. Enfin, je pense que j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué pendant. Ouais, c'est ça, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, pendant 5 ans, je pense de 2012 à 2017, j'étais en plein craquage, mais je m'en rendais pas compte. Je savais pas que c'était ça. J'avais pas mis le doigt là-dessus, tu vois. Tu t'en rendais pas compte, et aussi en parallèle, je crois que tu as lancé ton organisation, tu t'es remis à fond dans la musique. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi un petit peu à ce moment-là, musicalement Musicalement, je monte un autre projet, un duo avec un collègue qui s'appelle Impérial, avec des masses. Et en fait, on a voulu créer un style, enfin, c'était pas vraiment un style, on voulait mêler des instruments classiques, en gros des chorales et des violons, des trucs comme ça, à l'art de musique. Donc voilà, on a monté ce duo qui s'appelait Impérial, on a fait quelques EP, un EP chez Footwork, des EP chez Arena Audiogénique. Et puis voilà, en parallèle de Impérial, j'ai lancé Pandémique. Pandémique, au début l'événementiel, ensuite rapidement j'ai créé une agence de booking, où j'ai commencé à booker, à rentrer dans mon agence des artistes comme Vortex, Protoxide, El Desperado, Scone. Et j'ai monté mon label, le Bass Record. Je trouvais ça intéressant de gérer une chaîne complète. De la création à l'édition, en passant par la production. Ouais, voilà, l'accompagnement des artistes, le développement des artistes, le développement des événements. Voilà. Et puis maintenant, au bout de 10 ans, il y a toujours l'agence de booking, mais je suis plus focalisé maintenant sur l'événementiel, sur l'organisation d'événements. Voilà. Et du coup, en parlant d'organisation événementielle, d'événements, Pandémique aujourd'hui, ça organise des soirées en club, des festivals, c'est ça? C'est une activité assez régulière, non? Et sur tout le territoire français, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, Pandémique, c'est 1 à 2 dates par mois en club tour, quoi, ou dans des salles de concert. C'est 2 moyens formats qui sont Illusion et Chronicle. Donc Chronicle qui est vraiment un festival en journée dédiée à l'art de musique, et Illusion en autre format, plus basé sur un panel complet de la musique électronique, quoi, entre la trance, la hard trance, la techno, le hardcore. C'est des événements, on est sur des jauges de 3500 à 6500 personnes. Et puis c'est aussi de l'accompagnement, de la direction artistique sur des festivals, des gens qui m'appellent pour en gros me demander qui il faut booker, quand le booker, comment. C'est aussi de l'appui et du conseil. Je fais aussi ça avec Pandémique. Avec comme du coup point central l'art de musique, le hardcore, le point central, même si je pourrais c'est exactement aller un petit peu plus loin, quoi. C'est le noyau dur, en fait, le fil conducteur, c'est l'art de musique, ou en gros tout ce qui touche de près ou de loin, on va dire à l'underground, ou à ces styles un petit peu mis de côté, parce que maintenant c'est vrai que ça a beaucoup changé. Du hardcore, on ne pouvait pas en entendre dans les festivals avant, maintenant ça se démocratise énormément. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que j'essaye quand même de garder le cap, de continuer à développer les artistes et la musique sur ce créneau-là, quoi. Parce que du coup, moi, j'ai regardé un peu les programmations que tu peux faire à travers des événements. C'est vrai qu'il y a une vraie base art musique qui va jusqu'à l'uptempo, mais il y a de plus en plus aussi d'artistes que tu programmes qui peuvent être plus affiliés à l'univers art techno. C'est ça. Art techno ou même trance maintenant, tu vois. Même trance, c'est vrai, tout à fait.
Moi, du coup, je trouve ça intéressant de te poser la question, vu que tu as cette double vision, à la fois artiste et à la fois organisateur. Comment cette scène hard music, elle a évolué selon toi? Parce que beaucoup de gens la confondent aussi un petit peu avec l'art techno actuel. C'est une belle scène qui évolue, qui a évolué, qui est en évolution permanente. Et c'est vrai que c'est des cycles et des vagues, tu vois. Là, on est vraiment sur une vague, un cycle de l'art techno. Ouais. Tout le monde voit ça, c'est vraiment, tu vois, sur tous les réseaux sociaux. C'est le truc mainstream à fond, que tout le monde kiffe et tout. Et c'est, je pense aussi, un peu plus accessible que le hardcore, parce qu'on est sur un BPM beaucoup plus lent. Donc du coup, c'est vrai que quand on descend en vitesse, déjà, ça va moins choquer les gens, et c'est vrai que ça va peut-être toucher plus de gens. Et en plus de ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut rapidement développer une musique, une carrière ou un artiste avec une bonne stratégie de com ou un réel tu vois, qui va popper parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. D'un coup, tout le monde le partage et tout le monde le voit et tout le monde demande ce que c'est cette musique ou qui est cet artiste. Et donc, du coup, on est un peu dans ce cercle-là actuel. 2025, là, 2024, c'est l'art techno qui est le vent en poupe, quoi. Qui a le vent en poupe, exactement. Et en parlant de réseau, moi, je vois pas mal de commentaires, parce qu'il peut y avoir parfois une petite guéguerre entre les puristes techno et les puristes hard music. Et je vois pas mal de gens qui sont plus identifiés à la scène hard music qui caractérisent l'art techno d'aujourd'hui comme si c'était du hard style des années 80. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu, je me trompe pas? C'est un truc qui revient beaucoup. Alors, c'est vrai que ça y ressemble, complètement, mais pour moi c'est cyclique en fait. Donc du coup, l'art techno, c'est vrai que ça peut être similaire sur certains morceaux à des sons des années 90. Il y a pas mal de codes qui sont repris sur des sonorités ou du sample. Je sais pas, moi je trouve ça cool que les mecs de maintenant récupèrent des codes qui ont marché ou remettent à l'honneur, tu vois, des styles... plus années 90. Plus années 90, où tu vois... moi, je trouve ça bien, en fait, de récupérer quelque chose qui a été bon dans le passé et de le retransformer et de le réactualiser, quoi. De ouf. Je suis pas sur le « c'était mieux avant ». Moi, je suis vraiment sur quelque chose... Je trouve ça beaucoup plus agréable de voir les gens, tu vois, se développer. Enfin, je trouve ça bien que la scène bouge dans ce sens-là. C'est vrai qu'il peut y avoir des grincheux qui disent, tu vois, c'était mieux avant. Mais je pense qu'en fait, il faut vivre avec son temps. Ça, il faut s'adapter. Et puis voilà, tu vois, si tu n'es plus en accord avec ça, il faut que ou tu écoutes une autre musique, ou tu produis autre chose. J'ai plus de 20 ans de carrière et je fais pas partie des mecs qui vont aller critiquer certains sons, ou dire, voilà, ce que vous faites, nous, on l'a déjà fait. Au contraire, je trouve ça bien que des mecs récupèrent ce qu'on a eu fait ou créent autre chose et que ça ait encore plus de visibilité que nous, on en avait avant, quoi. Tant mieux pour la musique, tu vois. Ouais. Donc toi, tu valides 100% l'art techno, les nouvelles manières de produire qui empruntent à l'art. Moi, je valide. Ouais, moi, je valide parce que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. C'est la musique électronique, tu vois, c'est notre temps. Donc du coup, il faut s'adapter, quoi, tu vois. Et on revient à ce qu'on disait, tu vois, c'est comme à l'armée, quoi. C'est s'adapter ou disparaître. Avant, j'ai l'impression que voilà, quand on faisait de la musique, on créait un son, on le publiait et ça s'arrête là. On était vraiment dans un délire auditif. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on est plus dans une dimension audiovisuelle parce qu'en fait, maintenant, on peut faire péter des tracks, on peut faire péter des artistes avec des reels sur Instagram ou TikTok. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Je pense que c'est un choix. Il faut être à l'aise avec ce qu'on fait. Moi, j'ai un peu de mal à le faire parce que je trouve que ça ne me ressemble pas. Après, je te dis ça là, mais autant dans un mois, je vais switcher et j'aurai envie de le faire. Mais c'est vrai que maintenant, avant, tu faisais un morceau, tu le diffusais, tu faisais un petit peu de com obligatoirement. Maintenant, c'est vrai que l'artiste qui va faire un morceau, il va essayer de trouver une vidéo un petit peu virale pour faire marcher son morceau. Et même ce qui est bizarre maintenant, c'est que les artistes, ils ne vont pas forcément chercher à faire un morceau pour faire un morceau. Ils vont essayer de créer un contenu viral, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver ou un sample connu, connu. Ils vont essayer de récupérer une trend ou quelque chose, tu vois, qui est vraiment actif sur les réseaux, récupérer ce morceau en espérant que ça devienne viral. Donc ils vont rajouter un kick dessus, et voilà. Donc moi, je dis pas que c'est de la merde. Je dis juste qu'il faut être à l'aise avec ce qu'on fait. C'est vrai que ça me fait bizarre, tu vois, d'allumer les réseaux sociaux et de voir 25 remixes de Pedro, tu vois, où je suis Josiane Pichet.
Donc là, on en parle maintenant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que autant si dans quelques années des gens regardent cette interview, ils vont même se demander ce que c'était, tu vois, Pedro ou Josiane Pichet. Donc on est plus dans un truc, tu vois, d'éphémère où les mecs ils vont aller essayer de récupérer directement des trends pour que ça marche, quoi. Pour s'auto-promouvoir en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Pour se mettre en avant. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Je le fais pas. Peut-être que je le ferai, tu vois, autant je vais me dire, tiens, j'ai envie de le faire, maintenant je vais le faire, mais je vais pas critiquer, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis juste, ceux qui l'assument, ouais, faites-le. Si ça peut vous faire buzzer, bah, faites-le. Après tout, si tu vois les choses marchent comme ça... Ouais, voilà, c'est dans l'air du temps, il faut pas se priver, mais c'est pas la seule manière aussi pour... c'est pas la seule, c'est ça. Oubliez pas que vous faites de la musique et que votre musique peut toucher les gens, sans avoir à remixer. À faire des danses sur TikTok. Quoi. Sans avoir, ouais, exactement. C'est exactement ça, tu vois. Merci en tout cas pour ce petit conseil. Mais avant de finir, j'avais juste 2 petites questions à te poser pour finir. Quel conseil tu donnerais en fait à un artiste qui débute dans ce game-là? Quel conseil tu lui donnerais très rapidement pour se développer Le conseil que je pourrais donner à un artiste, ce serait de... Ouais, je dirais déjà d'être patient. Enfin, dans la logique, de faire de la musique pour lui, avant de la faire pour les autres ou pour quelque chose. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de mecs maintenant qui veulent faire de la musique parce qu'ils veulent être DJ, parce qu'ils veulent jouer devant, tu vois, devant un public, quoi. Ils veulent la fame avant d'avoir le côté créatif, le côté artistique, tu vois. Ouais. Alors, on peut avoir envie des deux, tu vois. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes producteurs maintenant, c'est aimez ce que vous faites déjà. Faites quelque chose, tu vois, qui vous plaît avant tout, qui vous plaît. Faire ça pour la fame, ouais. Et ensuite, soyez patient, parce qu'en fait, tu peux avoir vraiment un coup de chance et avoir un morceau ou une vidéo, parce que maintenant, c'est plus forcément que de la musique, mais une vidéo qui explose et tout le monde a envie de te voir. Et sinon, ça peut prendre des années, tu vois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Je pense que si tu es animé par une passion, une réelle passion, hein, tu vois, tu peux traverser le temps et puis un jour, ça pète quoi. Ouais. Mais voilà, il y a des coups de chance. Des fois, il faut aussi bousculer la chance. Il faut pas avoir peur d'aller se tourner vers certaines personnes. La provoquer, la chance. Provoquer tu vois, aller voir des mecs, encore envoyer des maquettes. Enfin, quand je dis envoyer des maquettes, c'est envoyer des mails avec, tu vois, les tracks dedans. Des démos, des bails du genre. Je pense qu'il faut continuer à faire tout pour maximiser ses chances et pas juste faire une danse devant sa caméra avec un son, quoi. En parlant de son, tu viens de sortir un nouveau son, je crois, il y a quelques jours. Oui, je viens de sortir un morceau avec Psycho qui s'appelle To The Rave. C'est un morceau vraiment Frenchcore, une première partie Frenchcore et une deuxième un peu plus dans l'air du temps avec des sons un petit peu gabber et des sonorités des années 90. Trop cool. Voilà, moi aussi, tu vois, on essaye de pas s'adapter, mais on se dit tiens, on va essayer de reprendre un style, un kick et un style hyper connu, voilà, qui est le Frenchcore, et l'adapter un petit peu avec ce côté un peu gabber qu'il y a dans la deuxième partie, quoi. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune organisateur cette fois-ci? Les conseils que je donnerais aux jeunes orgas, c'est un peu comme les jeunes DJ, c'est prenez votre temps. C'est-à-dire, vous ne mettez pas dans le rouge de suite, parce que je vois des mecs maintenant, tu vois, qui veulent de suite faire un parc expo, et faire 4000 personnes, etc., etc. Là, la différence avec un DJ ou un orga, un DJ, ça ne te coûte rien. Vraiment, tu fais ta musique, tu la mets sur Internet, coût zéro. Ouais. Un organisateur, tu vas mettre de l'argent pour faire ta soirée. Si tu ne vends pas le nombre de billets qu'il faut, tu perds des sous. Ouais, et tu es dans la merde. Et ça peut être fatal. Donc, jeunes orgas, moi je leur dirais, prenez votre temps, faites des events à 200 personnes, 100 personnes au début, 500. Ouais. Et puis ça marche, tu fais 1000, tu prends une salle plus grosse et tu vois que tu as de la demande et tu continues, quoi. Après, il y a des mecs qui sont un peu plus cramés, un peu plus fous, qui disent vas-y, moi je peux le faire. Franchement, tant mieux. Mais tu me demandais un conseil. Moi, le conseil que je donne, c'est comme tout. Prends ton temps. On a tous envie de faire des scènes comme font les Hollandais ou comme font les Allemands, tu vois. Une grosse scène techno, tu vois, avec des lasers, des écrans et tout ça. Mais tout ça, ça a un coût et c'est pareil, c'est comme tout, tu vois. Il faut prendre le temps de le... Donc ne sautez pas trop les étapes, quoi. Ouais, je pense. C'est quoi les prochains rendez-vous du coup de Pandémique ? Prochain rendez-vous Pandémique, donc on l'a dit en début de podcast, les 10 ans de Pandémique. Donc je pense qu'il y a un petit club tour qui va s'organiser comme d'habitude sous les 10 ans. Le 3 mai prochain, donc là on est en 2025,
pour ceux qui regardent l'émission, qui vont regarder dans plusieurs jours ou plusieurs mois. Ou plusieurs années, Ou on plusieurs années. Nouvelle édition de Illusion au Parc des Expositions de Grenoble. Prochain gros rendez-vous. Deuxième édition d'Illusion à Lorient au mois de décembre 2025. Il y a une scène pandémique sur le festival Family Picnic au mois d'août à Frontignan. Et pour le moment, c'est tout. Je ne parle pas de Chronicle parce que je ne sais pas encore ce que je fais avec ce format-là. Ok. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais voilà, les prochains rendez-vous partout en France. Une pandémique à Nantes, à Lyon, à Paris. Si on le veut vraiment, on peut trouver une pandémique, peu importe où on habite en France, quoi. Il y en aura C'est toujours ça. il y aura toujours une soirée pandémique pas très C'est loin ça. de nous, quoi. On peut nous écrire aussi pour nous dire tiens, je gère une salle ou je gère un club, je veux faire une pandémique. Vous pouvez écrire à Pandemic Event, contact@pandemicevent.com. Et puis voilà, si on peut mettre quelque chose en place, on le fera, quoi. Donc pandémique ouvert à toutes les opportunités. Je C'est pense ça. que c'est pas mal pour clôturer du coup cette interview Ouais. qui a été super intéressante. Ouais. Je tiens à remercier le Basque du coup d'être Merci. venu pour ce premier épisode. Merci de Franchement, m'avoir interviewé. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. C'était hyper intéressant, hyper cool. Je tiens aussi du coup à remercier tous les partenaires qui ont bossé avec nous pour ce premier épisode. Donc il y a notamment Black Sun Film qui nous ont filé un gros coup de main sur la salle caméra, les Arenco, et aussi j'aimerais remercier la Prod du Sud et le Tripostal pour nous avoir accueillis du coup dans ce magnifique décor. Voilà, on espère que vous avez kiffé ce premier format, ce premier épisode. On revient très prochainement avec des nouveaux invités et des nouveaux sujets. Ciao!